Eh bien bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de douleur et d'endométriose, et c'est surtout aussi un temps pour échanger et surtout que vous compreniez aussi comment nous, médecins de la douleur, à notre niveau, avec notre angle de vue, on aborde la question de la douleur quand vous êtes en consultation et quand vous nous expliquez un petit peu la douleur. C'est-à-dire qu'on met en place un raisonnement et je vais tenter de vous expliquer un petit peu comment nous, en médecine, on aborde la douleur. Alors la première chose, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'en médecine, depuis que toute l'histoire de la médecine a été avant tout basée sur l'apprentissage de la douleur aiguë. Et la douleur aiguë, c'est une douleur sur laquelle un médecin face à vous va essayer de vous proposer un traitement dans le but d'être curatif et vraiment ensuite d'annuler la douleur et que vous soyez guéri. Donc on cherche en douleur aiguë à vous guérir de cette douleur. Ce qui est différent de la douleur chronique. La douleur chronique, on n'est pas meilleur que les autres professionnels, que ce soit rhumatologue, neurologue, gynécologue que vous avez pu rencontrer. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément, nous, en tant que médecin algologue, donc médecin de la douleur, essayer à vous guérir de cette douleur. Et la plupart du temps, il n'y aura réellement pas de guérison. On va être là pour essayer de soulager et de vous accompagner sur les outils à mettre en place pour essayer de s'adapter et ainsi, malgré la douleur, réussir à avoir une vie la plus normale et en tout cas la plus adaptée possible. Bien sûr que la douleur chronique nécessite de changer quelquefois ses projets. Je dirais que c'est un petit peu comme buter contre une marche et malgré tout pas réussir à monter l'escalier vers lequel on avait pour projet d'aller. Et du coup, ça nous oblige à prendre une autre route. Et ça, c'est tout un travail personnel. Nous, on n'est que médecins, on n'est pas dans votre vie de tous les jours. On ne sera pas là à chaque moment pour essayer de trouver l'outil qui vous permettra de vous soulager peut-être un peu plus. Et donc, cette consultation, c'est un temps dédié pour vous donner un peu la boîte à outils. Et moi, ma mission aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous expliquer les différents types de douleurs auxquels vous êtes confrontés et du coup d'essayer avec les outils de vous les donner. Et maintenant, peut-être que les outils d'une telle patiente seront ceux-là parce que c'est ce qui permet d'être adapté à sa vie de tous les jours. Et peut-être que d'autres diront moi je veux pas tel médicament parce que je veux pas de médicament. Mais il y aura peut-être d'autres outils sur lesquels on pourra aller. Alors, en ce qui concerne la douleur, en tant que médecin de la douleur chronique, on va avant tout différencier différents types de douleurs. Alors, à l'heure actuelle, et il faut rester assez, je dirais, humble en matière de douleur, face à la douleur, il faut toujours rester assez humble, c'est qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on distingue 3 types de douleurs différentes. Alors, il y a les douleurs par excès de nociception. Noci, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est en grec, ça veut dire douleur, et ception, c'est la perception de la douleur. La douleur nociceptive, c'est la douleur aiguë. Alors, dans cette douleur par excès de nociception, on va avoir, et puisqu'on parle de l'endométriose, avant tout, on pourrait parler de douleurs d'organes. Pour l'endométriose, on a aussi des douleurs liées au contexte hormonal. Dans une autre vidéo, on vous a parlé de l'endométriose. C'est une maladie liée à l'œstrogène et l'œstrogène va créer un climat inflammatoire. Et donc, on a ce mécanisme-là qui va nous amener du coup à vous proposer d'arrêter de saigner avant toute chose et donc de trouver une contraception qui va essayer de viser ce que nous on appelle aménorrhée. A, c'est absence, ménorrhée, les saignements liés aux règles. Donc voilà, le but, et ça permet, pour certaines, ça suffit à soulager les douleurs.
pour beaucoup, notamment pour vous qui êtes là en douleur chronique, ça ne suffit pas, peut-être parce qu'on n'arrive pas suffisamment à créer l'aménorrhée, avec des spottings, des petits saignements entre deux, mais en tout cas, ça ne suffit pas à créer un soulagement complet. Dans les douleurs par excès de nociception, il faudra inclure les douleurs articulaires. Alors, pourquoi parler de douleurs articulaires quand on a de l'endométriose? Tout simplement parce que tout se passe ici dans le bassin. L'endométriose, c'est une douleur de l'utérus, mais derrière, il y a quoi? Il y a le rectum, et devant, il y a la vessie. Alors, le périnée, c'est une sorte de hamac musculaire. Souvent, je prends l'image de Gaston Lagaffe, là, avec son pote, le chat et le corbeau. Et bien, ces trois potes sur le hamac, et normalement, ce hamac, il bouge. Et quand on a un rapport, on comprend bien que ça bouge. Quand ça fait mal, c'est parce que le hamac ne bouge pas suffisamment, ou bien qu'il y en a un qui s'est cramponné comme il peut sur ce hamac, et du coup, il déstabilise l'ensemble des organes qui est dessus. Et c'est ce qui se passe avec l'endométriose. L'endométriose, par ce mécanisme inflammatoire, va créer une sorte de fibrose qui va maintenir et qui va, en gros, empêcher l'utérus de bouger normalement et peut même entraîner ses potes avec lui, c'est-à-dire le rectum et la vessie. Et donc là, on est sur ces pathologies d'organes qui vont faire qu'il y a beaucoup d'autres, comment dire, il y a les muscles qui sont autour de ces organes et ces muscles sont fixés sur des os. Alors, du coup, le bassin devient souvent pratiquement immobile. Et le bassin, il bouge parce qu'on a ce qu'on appelle une sorte de ceinture ici scapulaire et ici une ceinture pelvienne. Et ce bassin, qu'est-ce qu'il nous aide à faire? Il nous aide à marcher et donc à avoir une sociabilisation. Dès qu'il va y avoir des douleurs ici, il peut y avoir les articulations de ce bassin qui vont se fixer pour essayer, en gros, quand on a mal, votre organisme, il va dire ça, tu ne bouges plus, pour essayer de préserver les organes. Et en ne bougeant plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'articulation entre le bassin et le rachis lombaire, donc il n'est pas rare qu'on ait des douleurs lombaires, voire des douleurs discales en bas. Il va y avoir l'articulation qui est une pseudo-articulation entre le sacrum qui est ici et les ailes iliaques. Et ici, il y a ce qu'on appelle l'articulation sacro-iliaque, qui est pratiquement cartilagineuse. C'est des ligaments qui ont permis dans l'enfance de donner la forme à ce bassin, donc intra-utérin, mais progressivement, ça devient complètement cartilagineux. Et ça a plus une fonction un petit peu d'amortisseur. Eh ben, on est capable, rien que par un examen clinique, quand on va vous demander de vous pencher en avant, de vérifier si les sacro-iliaques restent harmonieuses dans leur déplacement. Et il n'est pas rare, parce que dans l'endométriose, il y a souvent, plus souvent des douleurs à gauche, tout simplement parce que je dirais que c'est mécanique aussi, c'est-à-dire que l'intestin oblige le sang à aller se déporter sur la gauche. Il va y avoir une sacro-iliaque gauche, très souvent, qui reste immobile parce que ce côté-là est trop douloureux. Donc cette sacro-iliaque gauche, on comprend bien que c'est une douleur articulaire. Et lorsqu'une douleur articulaire est là, c'est pas parce que j'aurais pris un traitement hormonal que je soulagerai cette douleur articulaire. Donc notre mission, quand on vous examine, ça va être de voir un petit peu quelles articulations qui sont autour de ce bassin, qui restent limitées. Alors je vais aussi très vite passer, mais on va assez haut dans les articulations, c'est-à-dire qu'on va aller repérer l'articulation thoraco-lombaire, tout simplement parce que normalement notre rachis n'est pas droit. Notre rachis fait ça, ici on a le bassin, ici on a les épaules, donc là mon personnage il regarde bien comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir tendance à entraîner une rectitude ici, entre le rachis lombaire et le bassin, et je vais du coup modifier un petit peu cette pression lors des changements de courbure. Et donc ici, je vais avoir une influence sur mes sacro-iliaques et ici, je vais avoir une influence sur l'articulation thoraco-lombaire. Et ça, particulièrement, c'est en anatomie, il y a un nerf ici qui est assez sensitif, qui va passer par derrière, qui est responsable de la sensibilité ici du flanc. Il y a une deuxième branche qui est responsable de la sensibilité plutôt externe à la hanche. Et cette troisième branche antérieure qui va être responsable de la sensibilité antérieure. Et donc,
Ça, c'est ce qu'on appelle un syndrome de Meigne, et ce syndrome de Meigne peut être responsable aussi en partie de ces douleurs inguinales. Et là, on voit bien que, certes, c'est une conséquence, mais ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on peut la traiter indépendamment de cette endométriose. Et je le dis d'autant plus que parfois, on va être soulagé bien de l'endométriose, mais on va garder une douleur parfois un peu mécanique, inguinale, et devant cette douleur articulaire, je le redis, ça n'est pas la contraception qui va nous aider. Là, on pourra faire intervenir des ostéopathes, par exemple. Pas que, mais par exemple. Si ici j'ai une inflammation d'une articulation postérieure, éventuellement je pourrais peut-être me poser la question de mettre en place une infiltration. C'est toutes ces questions qu'on peut se poser derrière. Pour finir rapidement sur cet élément-là, souvent, on vous pose la question, est-ce que vous avez des migraines? Est-ce que vous avez des maux de tête? Pourquoi on vous dit ça? Eh bien, vous voyez, c'est aussi complètement postural. Si je contracte ici au niveau lombaire, je vais contracter ici au niveau cervical, je vais contracter mon trapèze, je vais contracter mon muscle du bassin qui s'appelle le muscle piriforme. Et cette contracture cervicale peut tout à fait être responsable de céphalées de tension. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est la douleur articulaire. Et je dirais qu'une autre douleur que l'on recherche forcément, c'est la douleur musculaire. Je vous l'ai expliqué, on a ce hamac qui doit pouvoir bouger. Qu'est-ce qui se passe quand on a mal quelque part? C'est comme dans une hernie discale, il va y avoir des contractures musculaires. Ces muscles, alors ont pour particularité de ne pas forcément être bien étudiés. Ça n'a pas été nos préoccupations médicales, je dirais. Il faut vraiment aller chercher, aller se former. Et là, j'inviterais vraiment nos kinés aussi, qui, même s'ils ont abordé le pelvis, on leur apprend dans leurs études de kinésithérapie à l'aborder en matière de prise en charge de fuite urinaire, en matière, je pense aux sages-femmes, de rééducation postnatale. Et ils n'ont pas forcément cette formation sur la rééducation du périnée. Donc, si je reviens bien à mon raisonnement, la douleur musculaire, elle est responsable de quoi? D'une contracture avant tout. C'est-à-dire, j'ai mal, mon muscle va se contracter. Et s'il se contracte, il va également, du coup, être responsable quelquefois d'une pression complémentaire sur les articulations. On voit déjà là qu'il y a un jeu de va-et-vient entre le muscle et l'articulation qui peut se répéter. Et c'est ainsi que quelquefois, le kiné, il va dire « je ne comprends pas, je détends bien le muscle », puisque le traitement de la contraction, ça va être l'étirement. Et c'est en ça où je vous disais tout à l'heure, tous les kinés ne sont pas formés à cette thérapie manuelle périnéale, parce que quand on gère des fuites urinaires, au contraire, on va essayer de contracter le périnée. On dit que le périnée, il a été un petit peu malmené par l'accouchement, c'est souvent ce qui est à l'origine de fuites urinaires. Et qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'être renforçateur des sphincters? On va venir renforcer les muscles et donc de contracter. Or, dans l'endométriose, notre périnée, c'est du béton. Donc si c'est du béton, il faut au contraire le décontracter. Et les kinés, parfois, disent « c'est bizarre, je le décontracte, et puis pour autant, ça revient. » Et ça revient pourquoi? Avant tout parce que l'articulation derrière, elle est elle-même malmenée. Et donc du coup, souvent, je dis laissez votre kiné travailler déjà un petit peu sur l'étirement, décontracter le muscle. Et à un moment, il va vous dire, écoutez, maintenant, allez voir l'ostéopathe. Et donc, vraiment, il y a un travail conjoint de collaboration entre ces professionnels. Mais vous-même, en tant que patient, vous allez progressivement bien repérer ce qui va être le point de départ. Et les patientes, souvent, elles me disent, j'ai bien repéré là. J'ai même des patientes qui me disent, ah tiens, il y a mon Meigne qui se réveille. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment tout cet aspect-là. L'endométriose, comme beaucoup de douleurs chroniques, c'est un peu comme un oignon, si vous voulez. Il y a le noyau central qui est l'endométriose, et puis autour, c'est ce qui va faire gonfler cette symptomatologie douloureuse, il y a des anneaux de douleurs complémentaires qui vont venir s'y ajouter. Et quand je traite mon noyau, j'ai peut-être pas traité les différentes couches aux alentours, et finalement, ça n'apportera rien de complémentaire sur ma douleur initiale. Donc ça, c'est la douleur par excès de nociception. J'espère vous avoir un peu expliqué. Dans la douleur par excès de nociception, je n'en parle pas là parce que c'est pas ce qui nous
nous concerne le plus. Mais par exemple, nous, en tant que médecins, on va y ajouter les douleurs liées à une infection. Et quand je parle de douleurs articulaires, quand je parle de douleurs liées à l'œstrogène, je parle bien de douleurs inflammatoires. Et ça nous indique aussi du coup déjà sur les traitements médicamenteux que l'on va pouvoir donner. Non seulement on va tenter de diminuer l'ambiance un petit peu comme ça œstrogénique dépendant en bloquant cette hormone œstrogénique et comment on bloque en mettant une progestérone, et on va agir sur le caractère inflammatoire, et c'est pour ça que un des traitements qui soulagent l'endométriose, ce sont les traitements anti-inflammatoires. Dans les traitements anti-inflammatoires, on vous donne souvent de l'Antadis, qui est du flurbiprofène, et on pourra aussi vous donner des antalgiques. Alors on parle d'antalgique palier 1, antalgique palier 2, antalgique palier 3. Le palier 1, c'est le paracétamol. Donc il y a tout à fait sa place du paracétamol là-dedans. Généralement, ça n'est pas suffisant et il ne faudra pas hésiter à les associer. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, parce que ce sont des molécules différentes, associer un anti-inflammatoire avec le paracétamol. En matière d'antalgique de palier 2, alors on a 3 types d'antalgiques de palier 2, le tramadol, la codéine et les dérivés opioïdes, les dérivés de l'opium, que sont, vous connaissez probablement, la lamaline et l'isalgie. Alors le choix des traitements antalgiques de palier 2, ça va être fonction un peu des habitudes des patientes. On fait quand même attention en matière de douleurs chroniques au tramadol, parce qu'on sait que de plus en plus, il y a un phénomène de dépendance. Et donc si on est sur une femme qui fume déjà, on va peut-être éviter de lui donner le tramadol, d'autant que parfois ça peut donner des douleurs digestives et qu'il n'est pas rare que dans l'endométriose, les patientes ont déjà des douleurs digestives. En ce qui concerne la codéine, c'est pareil. Si une patiente le supporte tout à fait, on pourra le donner. Son effet secondaire à lui principal que l'on connaît bien, c'est la constipation. Et déjà, on sait bien que nos patientes qui ont de l'endométriose oscillent entre ces périodes de constipation et de diarrhée, et donc ce n'est pas forcément le meilleur à proposer. Entre la lamaline et l'isalgie, la différence, c'est la caféine, qui est inclue dans la lamaline. Donc la caféine, ça excite. C'est peut-être pas forcément utile, ça dépend. Mais dans ce cas-là, on va peut-être avoir plutôt recours à l'isalgie. Et comme le paracétamol, l'isalgie peut tout à fait s'associer à un anti-inflammatoire. Il faudra simplement éviter de cumuler par contre le paracétamol et l'isalgie, parce que par exemple, l'isalgie, c'est une association paracétamol et dérivés de l'opium, et donc dans une gélule il y a 500 mg de paracétamol et que sur la journée il ne faudra pas dépasser nos 4 grammes. Les antalgiques de palier 3 sont la morphine, c'est généralement pas utilisé dans l'endométriose. Je pense avoir fait une vision assez exhaustive de la part nociceptive, bien que je n'ai pas évoqué la douleur justement digestive et urinaire. Dans l'endométriose, on va largement aborder ces questions. Digestif, on pense que le caractère inflammatoire en est extrêmement lié. Personnellement, je me pose la question de l'implication également du péritoine. Ça, c'est loin d'être négligeable. Et donc, inflammatoire, c'est ce qui va nous amener à vous proposer de rencontrer une diététicienne. Parce qu'une alimentation anti-inflammatoire aura toute sa place. Je vous disais tout à l'heure que l'utérus, alors si je fais un dessin de mon pelvis, ici j'ai la vessie, ici j'ai mon vagin avec un utérus qui est soit antéversé, soit rétroversé, et puis on a le rectum qui est derrière. Ici on va avoir le péritoine qui est une sorte d'enveloppe qui enveloppe tout notre intestin et vient se poser un petit peu sur ses organes génitaux et périnéaux. Donc vous comprenez bien ici, on a les trompes avec les ovaires de part et d'autre.
Et donc ici, on a un caractère inflammatoire, puisque en fait l'endométriose, c'est le sang qui vient se déverser, soit derrière, soit devant, si j'ai un utérus antéversé. Et donc ce sang, dans des localisations ectopiques qui va être réveillé et qui va réveiller les cellules endométriales qui sont amenées au départ par l'écoulement sanguin, va créer une atmosphère inflammatoire là-dedans. Et je vais vous montrer ce dessin-là parce que vous voyez bien que du coup, il y a un caractère inflammatoire qui entoure notre tube digestif. Et donc la paroi digestive va subir un petit peu ce caractère inflammatoire. Et donc, si je mange quelque chose qui arrive ici et qui est inflammatoire, on sait qu'on a des aliments qui sont... Donc ça, il faut regarder le pH. Hein. Il y a des pH acides et des pH alcalins. En gros, l'inflammation, on va sur des pH acides. Hein, c'est comme les gastrites. Et ben, on va vous inviter à utiliser plutôt des aliments anti-inflammatoires. Et on se rend compte que si je mange quelque chose d'anti-inflammatoire, je vais pouvoir venir un peu tamponner cette muqueuse et réduire une partie des douleurs. Alors que si je vais manger quelque chose d'acide, ben, je vais venir un peu redonner un petit peu l'étincelle sur ce feu qui est déjà présent autour de mon intestin. Au niveau urinaire, on pense plus que là, on est sur l'ordre d'un caractère neurologique et ben, ça fait bien la transition avec le deuxième type de douleur qui peut exister dans l'endométriose. Le seul élément à laquelle je pense tout de suite, parce qu'après, je pense à douleur neuropathique qui va nous intéresser dans un second temps. Et donc, un des éléments qui peut soulager une douleur neuropathique, c'est l'appareil de neurostimulation. Dans l'endométriose, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'utilisation de l'appareil de neurostimulation. Et en fait, la neurostimulation a aussi un rôle anti-inflammatoire. Et il est possible que dans les médias, vous ayez entendu parler du Livia, qui est un petit appareil d'électrostimulation. On propose 2 petites électrodes ici en regard des ovaires et qui est préconisé dans les règles douloureuses. Et bien, la douleur est transmise par les nerfs et donc pour faire réagir un nerf et donc venir tamponner cette douleur, on va passer par l'électricité. C'est un peu comme si on venait empêcher le message douloureux de remonter. C'est un peu extrapolé, mais en gros, on peut dire que ça fait un peu court-circuit au message de la douleur et c'est un caractère anti-inflammatoire. Et donc, l'appareil de neurostimulation à utiliser en loco dolenti, comme on dit, en lieu de la douleur, peut nous aider à soulager une douleur endométriale. Et c'est un outil qui nous est bien utile, là, c'est un peu redondant ma phrase, mais en tout cas c'est bien utile quand les patients ne veulent pas avoir sans arrêt recours à des traitements médicamenteux qui ont eux aussi leur part d'effets secondaires, je pense aux anti-inflammatoires et les douleurs digestives que l'on connaît bien. Donc l'appareil de neurostimulation sur ce caractère inflammatoire a tout à fait sa place. Le deuxième type de douleur, donc je vous en parlais juste avant, c'est la douleur neuropathique. Alors, c'est quoi une douleur neuropathique? C'est une douleur qui intéresse le circuit nerveux. Et en gros, lorsqu'il y a une lésion sur ce système nerveux, eh ben, il peut y avoir... c'est comme un câble électrique, un nerf. Donc, c'est un câble électrique avec plein de filets dedans. S'il y a une compression à l'extérieur, il va y avoir une douleur engendrée par cette compression. C'est comme dans une hernie discale. Et après cette compression, je pense aux patientes qui ont des endométrioses très invasives, qui créent des fibroses dans le périnée. Le chirurgien arrive, il enlève bien tout, il dissèque bien tout afin de libérer les organes, ce qui permet d'être soulagé un petit peu de cette ambiance un peu fibrosée et immobile. Il est possible que les nerfs qui passent par là aient été malmenés dans leur route, soient comprimés, et que malgré la chirurgie, ce nerf qui est libéré, à l'intérieur, parce qu'il y a eu compression, il soit étiré. Et ça, cet étirement, ça va donner lieu à des douleurs neuropathiques. Donc un nerf,
ce qu'il faut se rappeler, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'un nerf, il est construit quand on est un fœtus dans le ventre de sa maman, depuis la périphérie vers le cerveau. On parle de la migration neuronale à 7 semaines d'aménorrhée. C'est pour ça qu'on dit aux dames, surtout ne buvez pas, parce qu'entre 7 et 8 semaines d'aménorrhée, à un moment, tous ces petits récepteurs neurologiques périphériques qui partent de l'entourage du fœtus vont migrer ensemble, créer la moelle et ensuite s'épanouir au cerveau. Et c'est en ça où on dit que notre système nerveux, c'est un petit peu un arbre, où les racines, c'est un peu tout ce faisceau périphérique. La moelle, c'est un peu ce tronc qui se met en place. Et ensuite, on va passer notre vie, et surtout jusqu'à 25 ans, puisqu'on dit que le cerveau se termine vers 25 ans, en tout cas, il finit d'être protégé à 25 ans. Ça va être le développement dans le cerveau de tous ces filets nerveux et qui vont comme ça donner notre propre réseau neuronal qui nous est bien individualisé et individualisable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cerveau pareil. Il y a un livre qui est bien fait qui s'appelle « Face à face avec son cerveau ». Je vais avoir oublié l'auteur, mais c'est le responsable du centre de recherche de neurosciences et qui est psychologue au départ et qui a beaucoup travaillé sur l'écriture et la lecture, l'apprentissage en tout cas. Et son travail, on l'a utilisé aussi en douleur parce qu'en fait, il a fait notamment la preuve que notre cerveau contient 80 milliards de synapses. Et que ces synapses, c'est des connexions un peu... En fait, les neurones, c'est un peu des rails, des chemins, comme un chemin de fer. Et nos synapses, ça va être quel chemin on crée. Et en fait, il n'y a pas un chemin pareil. C'est-à-dire que si on met une couleur à une concentration synaptique, notre cerveau, il va être comme ça illuminé de couleurs différentes. Et cet arc-en-ciel de couleurs est complètement différent d'un être humain à un autre. C'est mieux qu'une empreinte digitale. Donc pour vous expliquer que du coup, la douleur, quand on dit oui mais ma douleur c'est pas celle du voisin, oui c'est une réalité parce qu'on se construit dans la douleur depuis qu'on est petit, mais on se construit aussi dans la douleur en fonction de la société dans laquelle on évolue. Vous allez dans une salle d'accouchement au Japon, là c'est poker face, les patients ne parlent pas. Vous allez en Algérie, c'est pas pareil, il y a beaucoup de bruit. En France, ça dépend. Voilà, donc on est un peu multipote, donc il y a un peu de tout. Mais pour vous expliquer que la douleur, bien sûr qu'elle va s'exprimer différemment. Et donc du coup, moi en tant que médecin, quand je vous vois, vous me parlez de votre douleur, je peux peut-être l'extrapoler à ma façon de gérer la douleur. Et c'est là toute la différence entre un médecin et un algologue, je pense. C'est que justement, il faut vraiment faire la part. Le meilleur expert de la douleur, c'est le patient avant tout. Et donc c'est cette expertise que vous avez de votre douleur et un petit peu nos connaissances en matière de douleur qu'on va essayer de confronter et d'essayer de mieux comprendre. Donc si je reviens à la douleur neuropathique, donc on va avoir notre terminaison nerveuse, on va avoir notre nerf qui est avec un petit noyau, si je veux être un petit peu, et puis après, donc il va jusqu'à la moelle. La moelle, ça se passe un peu comme ça. Voilà. Donc en gros, alors là c'est faux, ça arrive par la corne postérieure, ici, ça arrive ici et ça remonte vers le cerveau. Et donc on a une douleur neuropathique à partir du moment où sur ce circuit-là, il y a une anomalie. Si j'ai une CEP, ça peut être atteint, je vais créer des douleurs neuropathiques. Si j'ai un diabète, j'ai des neuropathies périphériques et je vais avoir une douleur neuropathique. Si je me casse la moelle, clac, je peux avoir sur le circuit de la moelle, là je dis une bêtise, là si j'ai une sciatique, je vais pouvoir avoir une douleur neuropathique si mon hernie discale n'a pas été levée suffisamment tôt. Enfin, quoique ce n'est pas une question de temps, c'est une question de compression. Il y a des gens qui vont rapidement abîmer les fibres nerveuses à l'intérieur et puis d'autres qui ne les abîmeront jamais, même s'ils traînent pendant des années avec une hernie discale. Un accident vasculaire, par exemple, ça se passe ici, et pour autant, ça pourra me donner une douleur neuropathique. Donc la douleur neuropathique, ce n'est pas un antalgique de palier 1, ce n'est pas un anti-inflammatoire qui va soulager cette douleur. Alors qu'est-ce qui soulage une douleur neuropathique? Alors on sait maintenant qu'il y a certains antiépileptiques. Alors on vous a peut-être donné de la gabapentine,
On donne aussi de la prégabaline, c'est un peu plus rare parce que là aussi on s'est rendu compte qu'il y avait des dépendances, donc on va plutôt, et parce que c'est un peu mieux toléré, utiliser la gabapentine. Alors c'est un antiépileptique. Forcément, s'il est utilisé dans les douleurs neuropathiques, ce n'est pas le meilleur antiépileptique, c'est avant tout un traitement de la douleur neuropathique. On sait que dans les douleurs neuropathiques, on pourra utiliser certains antidépresseurs tricycliques. Alors là, je vois arriver les grandes questions. Ah, ça y est, on nous parle de dépression. Alors non, ce qu'on va utiliser, c'est l'amitriptyline, par exemple, le Laroxyl. Le Laroxyl, c'est un très vieil antidépresseur. À l'époque, quand on soignait une dépression, on mettait 300 mg. En douleur, on va l'utiliser en gouttes. Une goutte, c'est 1 mg. Et maximum, on va aller jusqu'à 25 mg. Et on va plutôt le donner le soir parce qu'il a une action, ce qu'on appelle hypnotique, c'est-à-dire qu'il va faire dormir. Et ça, c'est pas plus mal parce que la douleur neuropathique, elle a ce côté un peu vicieux, c'est que c'est elle qui réveille la nuit. Hein, c'est ces douleurs un petit peu lancinantes. Et alors comment on le distingue? C'est plutôt les patientes qui vont nous dire mais j'ai toujours cette impression de pesanteur, de douleur dans le fond. C'est aussi une tonalité, une brûlure, des décharges électriques. Enfin, voilà, c'est un petit peu tout cet aspect-là. Alors si on veut être un peu stricto sensu et un petit peu, je dirais, titillant sur les termes, on ne sait pas encore dans quelle mesure il n'y a que des douleurs neuropathiques. Est-ce qu'il faut distinguer la névralgie? La névralgie, c'est quand il y a probablement la compression plutôt à l'extérieur, mais pas de lésion à l'intérieur du nerf. Et donc du coup, quand j'enlève la fibrose qui est à l'extérieur, j'ai plus de douleur, j'ai plus ces décharges électriques, tout simplement parce que le nerf à l'intérieur n'est pas abîmé. Donc là, il n'y a pas de douleur neuropathique, mais il y a bien des douleurs névralgiques. Par expérience, c'est vrai que quand il n'y a pas eu de chirurgie, par exemple, il n'est pas rare que j'utilise quand même la gabapentine. Je l'utilise pas forcément à forte dose, comme quand on traite une douleur neuropathique dans une sciatique, où là on est vite sur 900 mg par jour, voire 1200, on va jusqu'à 3600. Là, quelquefois, 300 mg le soir, ça suffit, mais ça soulage bien. Une douleur neuropathique, elle peut être également soulagée, justement, et on en reparle, par l'appareil de neurostimulation. En gros, l'idée de la douleur neuropathique, donc j'ai mon câble, j'ai mes grosses fibres qui sont les fibres sensitives, j'ai des petites fibres qui sont les fibres de la douleur et la nature est bien faite. C'est d'abord les grosses fibres qui sont autour, qui viennent protéger les petites fibres qui sont en dessous. Il faut savoir que ces fibres sensitives, c'est pareil, elles sont à l'extérieur du nerf, ce qui permet de protéger les fibres motrices. Donc vous êtes informé avant que votre fibre motrice, donc avant d'avoir une paralysie, que votre nerf est en train de souffrir grâce à cette fibre sensitive qui se retrouve au-dessus. Alors on sait que les grosses fibres bloquent les petites fibres. C'est-à-dire que quand je me touche là et quand je caresse, je n'ai pas mal, j'ai ma sensibilité et mes fibres, mes petites fibres, ne vont pas jusqu'à informer mon cerveau. Pour autant, ils reçoivent l'information. Alors pourquoi on dit qu'elle bloque? En gros, c'est parce que la grosse fibre, elle est entourée de myéline. Cette myéline, ça protège le nerf, mais ça permet aussi au message nerveux d'arriver beaucoup plus rapidement au cerveau. Et du coup, comme ils sont sur la même zone corticale sensitive ici, on est conscient de sa douleur que quand l'information arrive au cortex. Si les grosses fibres ont déjà bloqué mes récepteurs, les petites fibres, ils n'ont plus la place. C'est comme sur une autoroute, vous avez les petites voitures qui arrivent à fond la caisse avant et les poids lourds, ils attendront derrière. Voilà. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que mon poids lourd, c'est ma douleur neuropathique, même si ça vient des petites fibres. Et là, on est sur un équilibre et je ne ressens pas de douleur. Qu'est-ce qui se passe dans la douleur neuropathique? Il s'avère qu'il suffit qu'il y ait 1 à 2% des grosses fibres qui soient étirées pour que ça diminue et paf, ma douleur neuropathique arrive plus vite que ma douleur sensitive, enfin que l'information sensitive, et je vais avoir une douleur neuropathique. Donc cette douleur neuropathique, soit je la bloque à la sortie, en gros, avec ma gabapentine, mais je peux aussi utiliser un appareil de neurostimulation que là, je vais venir placer en regard de ma fibre nerveuse afin de recruter un maximum de grosses fibres. Et si je recrute un maximum de grosses fibres, je rebloque mon information sur les petites fibres. Donc ça, c'est la douleur neuropathique.
On pourrait aller un petit peu plus loin. Quelquefois, on peut être amené à proposer ce qu'on appelle la RTMS, ou la stimulation transcrânienne, quand l'appareil de neurostimulation en périphérie ne suffit pas, soit parce que la fibrose est trop importante, soit parce qu'on n'arrive pas à recruter probablement le nerf qui est responsable de la douleur. Il s'avère que beaucoup d'études, alors c'est encore en cours, mais sembleraient prouver que si je viens stimuler la zone en regard du circuit neuronal, je vous ai dit, c'est plein de... En gros, c'est ça, c'est des autoroutes qui vont utiliser ce message, ce circuit douleur. Et si j'envoie du courant en regard de ce circuit, je vous donnais l'exemple un peu des rails de train, je viens envoyer un courant en regard de cette direction, je vais obliger le rail à changer d'aiguillage et donc à diminuer la douleur. Ça, c'est la douleur neuropathique. Ça va, vous me suivez? Je suis pas trop pénible. Il nous reste quoi? La douleur par c'est ce qu'on appelle excès de plasticité. La douleur nociplastique. Alors je trouve que le mot a été relativement bien, on a hésité pendant longtemps. Le côté plastique, donc nocidouleur, plastique, c'est la plasticité neuronale. C'est ce que je vous expliquais avec le cerveau tout à l'heure, c'est le fait que normalement, un circuit douloureux, c'est un peu comme une petite route départementale. Prenez l'exemple de votre organisme, imaginez que ce soit un village, Plus belle la vie, où on parlait un petit peu sans arrêt on voyait le cerveau qui disait à tel endroit, allez, fais ci, fais ça, etc. Bon, moi, j'ai un peu baigné là-dedans, c'est pour ça que je pensais à cette image. Imaginez que votre corps est un village. La douleur chronique, c'est normalement, la douleur, quelle qu'elle soit, c'est normalement une route départementale utilisée par l'ambulance de temps en temps. Dans la douleur chronique, on n'est pas sur une départementale, on est sur une autoroute. C'est-à-dire qu'elle est utilisée beaucoup trop souvent. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On la met au-dessus, on la fait passer par au-dessus le village, mais on n'en entend plus que ça. Et donc, même les bruits des gens qui travaillaient en dessous, on ne l'entend plus. On n'entend plus que quoi? La douleur chronique. Et c'est cette focalisation cérébrale qui fait que tout autour de votre cerveau, tout est figé autour de cette douleur chronique. Alors là, je vais vous faire mon petit schéma, j'espère qu'il vous éclairera le plus possible. Et je reviens à ce qu'on disait au départ. La douleur aiguë, on l'a tous connue, on s'est tous brûlé la main une fois. En tout cas, moi, plus d'une fois. Il y a d'abord un nerf qui part de là où on s'est brûlé vers la moelle. Il y a un deuxième nerf qui part de la moelle vers une zone qu'on appelle le thalamus en passant par la réticulée. C'est la voie spino-réticulo-thalamique. Et ensuite, on a un nerf qui part du thalamus vers l'aire sensitive. Ici, on a la scissure de Rolando et ici l'aire motrice. D'ailleurs, l'aire motrice inhibe l'aire sensitive. Quand je bouge, je ressens moins. Le cortex, je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui me permet d'être conscient de ce qui se passe. Tout ne se fait pas dans le cortex. Je pense à l'activité digestive, à l'activité vésicale. Vous n'êtes pas conscient de où se trouve votre bol alimentaire après le repas. Sauf quand on a une gastrite, on sait que on a passé l'estomac. Mais sinon, au niveau de l'intestin, on ne le ressent pas forcément. Je ne sais pas quand ma vessie est à moitié remplie. Par contre, je vais le savoir uniquement quand il est rempli complètement. C'est-à-dire qu'il y a toute une activité sous-corticale dont mon cerveau n'a que faire, qui ne m'est pas apportée et qui me sera apportée que quand ça sera nécessaire et que quand il sera utile que j'apporte une solution. Ça, c'est la douleur aiguë. La douleur, depuis qu'on est né, douleur égale danger. Et pas n'importe quel danger, c'est un danger vital. Pendant très longtemps, on a cru que le bébé qui naissait ne ressentait pas la douleur. Et donc, même en réanimation, on lui faisait des prises de sang, on lui faisait des gestes douloureux. Il pleurait, il donnait l'information, c'est douloureux. Pour autant, on ne mettait pas d'antalgique puisque le système nerveux n'était pas mature. Et on se disait, non, il ne ressent pas la douleur. Or, on sait à l'heure actuelle que c'est complètement faux. C'est probablement parce qu'il est immature que le moindre petit geste est alors ressenti comme plus fort. C'est-à-dire que lui, la faim,
c'est douloureux. C'est quand mon système nerveux va se maturer qu'il va y avoir un système de contrôle et que ça va taire cette douleur digestive qui n'en sera plus une. Et heureusement que ça fait mal à un bébé la faim. Parce que peut-être qu'on ne le nourrirait peut-être pas assez. Et qu'est-ce qui se passe si on ne nourrit pas suffisamment un bébé? Il meurt. Voilà. Donc ça, sur la notion de douleur égale danger, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et je vous dirais même que de plus en plus, on est persuadé que la douleur articulaire de la personne âgée est probablement ressentie comme plus forte, alors probablement aussi parce que justement son système nerveux est en dégénérescence, mais l'être humain est super bien fait. Qu'est-ce qui donne du sens à la vie d'une personne âgée? C'est de pouvoir se bouger. Et si elle ne peut plus bouger, elle perd de sa sociabilisation. Si elle perd de la sociabilisation, alors la vie n'a plus de sens. Si elle n'a plus de sens, il se laisse aller. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Donc une douleur articulaire chez une personne âgée ne doit pas être prise de la même façon qu'une douleur articulaire chez un adulte, où là, il y a encore de la vie, il y a encore du sens. Pour autant, donc une douleur chronique chez un adulte, quel qu'il soit, qu'on soit enfant ou âgé, c'est un signal de danger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le thalamus et la réticulée, c'est notre cerveau profond, notre cerveau un peu animal. On redevient un animal. En gros, la différence entre une douleur aiguë et la douleur chronique, c'est 3 mois. 3 mois, pourquoi? Parce que devant une douleur aiguë, on a tous un système de régulation. Alors, pour extrapoler et aller plus vite, parce que déjà je suis un peu longue, je pense, la douleur, je me brûle, il va y avoir une répartition de la douleur, ce qui permet d'avoir un peu moins mal au point d'impact. La moelle, en gros, phénomène réflexe, je vais retirer ma main, ce qui n'est pas con. Et le cortex, je vais aller larguer mes endorphines. Alors, je parle d'elles parce que je trouve que le mot est plus explicite, endomorphine, c'est-à-dire la morphine que je suis capable, moi, de faire. Alors, en gros, on peut dire qu'il y a 5 façons de créer l'endorphine. L'activité physique, l'activité sexuelle, qui est une activité physique, un peu plus endorphinique, la période où on tombe amoureux, bon, c'est un peu limité, hein. Le rire, le clown chez les enfants en pédiatrie, et le chocolat noir. Bon, il paraît qu'il faut en prendre beaucoup quand même, hein. Et puis pour ceux qui ont l'oreille parfaite, la musique. Quand, dans ma vie de tous les jours, mon corps a le droit d'être douloureux. C'est faux de dire on a pas mal. C'est faux. Mais on ne le ressent pas parce que j'ai mon taux d'endorphine. Je vous donnais l'exemple du village. Je pourrais vous donner l'exemple de votre corps est une maison. L'endorphine, c'est la radio qui fait que j'entends pas mes douleurs de la vie quotidienne. Si je vais dire oh putain, tiens, j'ai mal. Bon, alors au fait, t'as besoin de quoi pour ce midi? Voilà. Donc je n'entends pas. Quand j'ai mal, c'est que la douleur dépasse le taux d'endorphine. Qu'est-ce qui va se passer? Réaction, bon, il faut un petit temps. Je largue mes endorphines. D'ailleurs, les patients disent bien « j'ai pas eu mal au départ ». Non, c'est couvert par les endorphines. J'ai eu mal après. La douleur arrive après. Bah oui, qu'est-ce qui se passe après? Hop, la douleur donc, qui a dépassé mon système. Dans les 3 mois qui suivent, je vais prendre des antalgiques. Et quand on réfléchit bien, une brûlure, un trauma, une fracture, dans les 3 mois, on est guéri. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois que je suis guérie? Je peux refaire mes activités physiques, je peux de nouveau m'épanouir avec un conjoint ou une conjointe, je peux de nouveau rire et je vais recréer mon taux d'endorphine. Dans la douleur chronique, c'est que je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas soulagée suffisamment. Donc si je ne suis pas suffisamment soulagée, alors dans l'endométriose, il y a cette particularité, c'est que c'est rarement comme ça d'une chute du jour au lendemain, c'est comme ça. C'est-à-dire que depuis que j'ai mes règles, petit à petit, je ressens de plus en plus mes douleurs. Et d'ailleurs, c'est un des signes de l'endométriose, une douleur qui s'aggrave au cours du temps. Je ressens de plus en plus mes douleurs, je perds mes endorphines, je perds ma possibilité, non mais j'ai mal au moment des règles, donc je ne peux pas aller au sport, donc je ne peux pas faire ceci, donc je ne peux pas faire cela. Et finalement, tout ce qui permettait d'avoir un certain confort, d'avoir un certain épanouissement, je le perds et nos patientes se fanent. Et du coup, là, je suis bien sur le mécanisme de douleur chronique. Alors on est capable, grâce à l'IRM fonctionnel, vous avez peut-être vu dans
dans des magazines, ou maintenant, en fait, avant, quand on était dans l'ancienne médecine, on ne pouvait étudier le cerveau que mort. On les étudiait sur des gens qu'on disséquait. Actuellement, grâce à l'IRM, et l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire qui permet de voir l'activité cérébrale en fonction, eh ben on est capable de voir les zones qui s'illuminent. Eh ben ce qu'on a remarqué, c'est qu'au bout de 3 mois, mon cortex ne s'active plus. Et en gros, les patients, ils disent bien quand on les écoute, c'est au départ j'avais bien mal là, et puis parfois j'avais mal là. Et puis petit à petit, avec le temps, ce n'est pas un endroit bien précis, c'est je vais avoir mal ici. C'est-à-dire que la patiente, elle ne sait plus elle-même sur quelle zone elle est douloureuse. Mais elle s'est bien identifiée, en gros, elle se... Voilà. Et puis après, plus ça vient, plus la zone douloureuse augmente. Parfois même, elles disent « j'ai mal partout ». Alors qu'est-ce qui se passe? La réticulée, elle reste active. Or, la réticulée, quand vous regardez sur Internet, c'est le centre de l'éveil. Et vous savez bien, grâce aux études du sommeil, on sait mesurer le sommeil. On a des phases de sommeil paradoxaux, on a des phases de sommeil profond. Et bien, en douleur chronique, les patients perdent du sommeil profond. Le moindre bruit le réveille. Et c'est en ça que je vous dis, c'est un peu comme on réveille notre cerveau animal. Un animal, quand il est blessé, j'imagine un chat qui s'est blessé, il part, quelquefois il revient, parfois pas. Il va se laisser mourir. Et parfois ils reviennent, mais ils ont encore mal. Et on voit bien qu'ils sont fatigués, ils sont épuisés, et puis ils sont plus agressifs. Et nous, c'est pareil. C'est-à-dire que plus on va avoir mal, plus on va perdre du sommeil profond, plus notre sommeil, on dit, il est agité. En fait, le moindre bruit va nous réveiller. En fait, on est aux aguets. C'est-à-dire, mon cerveau, il dit, je ne sais pas pourquoi j'ai mal, mais j'ai mal, donc je suis en danger. Je suis en danger, il ne faut pas qu'il m'arrive une nouvelle tuile, il ne faudrait pas que la maison s'inonde et que je n'ai pas la vitesse suffisante pour partir avant les autres, puisque ma course, elle sera probablement moins bonne, puisque je suis douloureux. Et donc, il va se mettre en éveil et il va avoir comme ça, c'est pas que les gens ne dorment pas, c'est que le sommeil n'est pas récupérateur. Et donc, il y a une réelle fatigue qui s'installe. En ce qui concerne le thalamus, alors on a repéré les zones intrathalamiques, mais surtout aussi périthalamiques, qui restent actives. Alors, pour résumer, moi je dirais que c'est en gros nos zones d'hypervigilance qui restent actives. Alors, il y a 2 façons de créer la vigilance dans l'organisme. Il y en a une qui est assez physique. En gros, je reviens à mon animal. Je suis en danger. Donc, 1, il faut que je reste éveillée pour pas qu'il y ait de nouveaux dangers. Et 2, il faut que je sois prêt à déguerpir tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, nos douloureux chroniques ont un taux d'adrénaline augmenté. L'adrénaline, il n'y a pas qu'elle, mais c'est celle qu'on connaît bien, est responsable. C'est une hormone de stress. Le stress, ça n'est pas négatif en soi, c'est ce qui nous permet de nous adapter à une situation. Comme là, j'espère que la porte ne va pas s'ouvrir. Mais c'est aussi elle qui est responsable d'une contraction. Et la contraction, elle va aller d'abord se localiser là où on a mal. L'autre hypervigilance, beaucoup ont parlé avant de psychologique. Moi, je préfère parler de neuromodulation. Il faut savoir que dans l'histoire de la médecine, la psychologie vient au départ de la neurologie. Les psychologues ont décidé de partir, ils ne sont même plus considérés, ils ont demandé à ne pas être considérés comme une science médicale. Pour autant, quand on fait de la thérapie cognitivo-comportementale, on module notre schéma neurologique et donc on fait bien de la neuromodulation. La neuromodulation, et je dirais que ce qui a été, j'inclurais dedans le mécanisme d'anticipation. Il y a des mathématiciens, grâce toujours à cette IRM fonctionnelle, qui ont mesuré la vitesse à laquelle apparaît le centre de l'anticipation qui a été identifié. C'est le premier à s'activer. C'est-à-dire que mon cerveau, quand il est en danger, il y associe, grâce à l'émotion, et là, hop, j'ai fait déjà l'aparté, grâce à l'émotion, il va ancrer ce message, parce que le but, c'est de s'en souvenir pour que, si ça devait se répéter, je puisse anticiper et avoir les bons outils pour réagir correctement. Je me fais renverser sur tel passage pour piéton, c'est ce qui crée d'ailleurs le traumatisme. Les gens vont enregistrer ce mécanisme et avant même d'arriver sur le passage pour piéton, même s'ils sont à 3 rues au-dessus, ils vont dire « Ah,
ma rue, elle va passer par là, il faut que je fasse un détour parce que je suis incapable de me retrouver dans cette situation. Ce mécanisme anticipatif contribue à augmenter notre stress et contribue à augmenter notre vigilance et notre éveil. Et je parlais de l'émotion, et ben en fait, mon thalamus, il est entouré du système limbique, qui est une forme de fer à cheval qui va faire le lien avec les aires émotionnelles. Et on se souvient tous de plus ce qu'on a vécu comme émotionnellement intense. Je me souviens de l'accouchement de mes enfants parce que c'était important pour moi. Je vais me souvenir même de la robe que j'avais à l'enterrement de telle personne. Je mets des trucs super joyeux. Mais voilà, en tout cas, on se souvient de choses soit super gaies, soit super tristes. Entre deux, aucune trace. Peut-être les photos. Ça aide. Mais sinon, on ne le retient pas. C'est l'air émotionnel. Et l'air émotionnel, c'est pas anodin. Et c'est pour ça qu'on est aidé par des psychologues. Parce qu'en gros, on arrive bientôt à la fin, hein, je vous vois souffler. On se construit comme ça. On a le monde extérieur. On a le monde intérieur qu'est notre cerveau. Quand on naît, le monde extérieur va commencer à coder tout de suite notre monde intérieur qui est notre cerveau, grâce uniquement à une chose, les sens. Et on sait par exemple qu'un tube digestif en Asie, il ne se construit pas de la même façon qu'un tube digestif en France. On l'a vu par exemple avec le soja. On s'est dit, oh, on va donner du soja à toutes nos patientes ménopausées parce que les femmes asiatiques, là, elles font vachement plus jeunes et elles bouffent du soja et a priori, il y a des phytoœstrogènes. Sauf que nous, notre tube digestif, il n'a pas du tout été éduqué comme ça depuis la plus tendre enfance et il est incapable d'absorber la quantité de soja que font les Asiatiques. Et donc, tous nos sens, que sont le goût, l'ouïe, l'odorat, et donc la kinesthésie aussi, passent par cette façon de créer et ça va façonner mon cerveau. La douleur utilise un des sens qui est la kinesthésie. La kinesthésie, c'est le toucher. Qu'est-ce qui peut nous aider à être soulagés? Un bon massage. Et tout le monde n'aime pas les massages. On s'est rendu compte, par exemple, que les nouveau-nés qui étaient massés, adultes, ils adoraient être massés. Quelqu'un qui n'est pas massé ou qui a eu beaucoup de gestes invasifs, douloureux, n'aime pas forcément être massé. Et donc ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution toute faite pour chaque personne. Chaque personne, en fonction de son histoire, va pouvoir dire « Ah bah tiens, ça sera peut-être plus pour moi, ça sera peut-être plus pour moi ». Comment on ingère et comment on décrypte ça dans le cerveau? L'enfant, le nouveau-né, quand il sort du ventre de la mère, par exemple, on sait que dans le ventre, le fœtus, il est complètement... il n'a pas forcément conscience de ses limites corporelles. Le seul moyen d'avoir conscience, c'est qu'il est tenu par l'utérus. Quand il sort, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on vous envoyait dans l'espace. Donc il est dans le vide, donc il a peur, donc il crie. Il crie, ça permet de vivre parce qu'il passe d'une respiration de batracien à une respiration aérienne. Et heureusement qu'il crie. Mais qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Clac! Il monte sur le ventre de la mère et qu'est-ce qu'on fait? On dit peau à peau. Parce que cette sensation qu'il perd de la kinesthésie va créer une peur. Qu'est-ce qui va venir contrebalancer cette peur? C'est on va faire une contre-stimulation. Et le fœtus, depuis qu'il est petit, finalement, il transforme sa sensation en émotion. Qu'est-ce qu'on passe toute sa vie durant? C'est à gérer ses émotions. Et l'émotion, elle va se traduire, parce qu'en gros, on essaie d'expliquer ce qu'on ressent aux autres. Ça, c'est mon comportement. Ça me fait peur. Ah bon, toi, ça te fait peur? Oh, moi, j'adore ça, j'adore les films d'horreur. Mais oui, mais moi, ça me fait peur. Donc, comment je vais pouvoir expliquer à l'autre l'émotion qui me vient? Spontanément, je vais peut-être pleurer, je vais peut-être crier, alors que l'autre, il va rester placide. Et le comportement, il peut être verbal, j'ai peur, ou il peut être non verbal, mon comportement. Voilà, je vais me mettre en position fétale, je vais essayer de me rassurer, etc. Et là aussi,
c'est là aussi où on voit des zones sur lesquelles on peut peut-être réfléchir, en tout cas ensemble. C'est qu'on peut travailler sur les sensations. Hein. Le rôle du médecin de la douleur, c'est d'essayer de diminuer la douleur. Mais on va pouvoir peut-être travailler sur l'émotion, c'est-à-dire que plus je ressens la douleur, plus mon émotion est importante. Et donc, si je baisse mon émotion, peut-être que je ressentirai moins. C'est pas peut-être, c'est sûr. En fait, on va baisser l'émotion. Et donc là, on va avoir peut-être besoin de psychologues. C'est là où des études sont en train d'être faites sur toutes ces créations d'endorphines, la méditation, par exemple. Ça a été prouvé, notamment en oncologie. Et pour finir là-dessus, il faut vraiment vous représenter finalement cette douleur nociplastique, ou en tout cas cette sensation douloureuse, comme un phénomène de balancier. J'ai mes douleurs et j'ai mes contrôles de la douleur. Quand j'ai mal, c'est que ma douleur est plus forte, elle est plus lourde. Donc j'ai un déséquilibre, je ressens la douleur. Le facteur temps va faire quoi? Parce que j'ai mal, mes contrôles de la douleur diminuent et donc comme ça devient plus léger. Et donc ma douleur s'aggrave. En tout cas, je la ressens comme plus forte. Bien sûr qu'on y met de l'émotion, mais c'est pas la même émotion que quand, je sais pas, quand il y a le décès de quelqu'un, on sait que c'est inévitable, quoique ça peut être traumatisant et il va falloir besoin de psychologue. Là-dessus, je suis pas psy, hein, donc je vais peut-être m'en aller sur des routes où je dois pas aller. Mais en tout cas, ces contrôles diminuent. Et ça veut dire du coup aussi que même si votre chirurgien vous opère, même si le médecin de la douleur trouve peut-être des astuces pour soulever et soulager cette douleur, vous n'aurez peut-être pas, et peut-être plus, autant de contrôle, parce que cette douleur, elle aura entre-temps cassé votre vie, cassé votre rapport à votre couple, cassé votre activité professionnelle, vous aura obligé de chercher un autre chemin. Et la résistance crée la résistance. Tant qu'on ne voudra pas aller dans cette direction-là, eh ben on va opposer le corps et la tête et on va rester comme ça en souffrance. Et c'est en ça où on pense, combien de fois on pense que la douleur fait trauma, c'est-à-dire que, en gros, on est un peu comme ce crayon, ça c'est mon corps et ça c'est ma tête. Quand mon corps et ma tête peuvent se réunir au cours de la journée, tranquillement, alors ça va bien et on va plus loin et on va ensemble dans un chemin. Quand ça fait trauma, on l'a étudié avec les attentats, on les a étudiés avec les patientes qui sont victimes de viol. Le traumatisme, c'est le corps qui se sépare de la tête. Alors nous, parfois, les médecins, on s'est peut-être attardé trop au corps et on a dit, bah si, il va arriver. Et la tête, qu'est-ce qu'elle dit? On fait que soulager dans la douleur chronique. Donc elle n'arrive pas à rejoindre la tête. Et le corps, il dit, bah attends-moi. Et la tête, elle dit, non mais t'étais comme ça avant, qu'est-ce que tu vas devenir? Je ne peux pas revenir vers toi si tu ne vas pas là-bas. Et donc il faut à tout prix aussi que la tête fasse son chemin et accepte de retourner sur un corps différent. Mais pour ça, il faut qu'elle arrête de rentrer en résistance avec elle, c'est qu'elle admette, qu'elle accepte certaines conditions, peut-être qu'elle trouve de nouveaux objectifs, et c'est là aussi où on pourra être aidé par cette rencontre, par cet apprentissage, et en tout cas cet accompagnement que l'on tente de faire avec vous. Voilà, c'est assez complexe, mais ce qui était important pour moi, c'était de vous expliquer chacune des douleurs. C'était aussi vous expliquer quelle est la part finalement du médecin de la douleur, quelle est la part du chirurgien, quelle est la part du kinésithérapeute, de l'ostéopathe, des traitements médicamenteux. Voilà, il n'y a pas une solution, mais c'est les choses mises les unes derrière les autres qui vont permettre ainsi d'aider la patiente de mieux vivre avec une douleur qui, on l'espère, sera soulagée. Mais bien sûr, on parle de soulagement, comme je le disais au départ, et non pas de guérison. Voilà. Je vous dis au revoir, et puis au plaisir.